Oui, la Suisse a été bombardée. Elle a été bombardée à plusieurs reprises. 4 de ces bombardements ont été des bombardements assez importants. Proches de chez nous, pour ne pas vous citer des villes proches du Rhin, il faut dire que Genève a été bombardée. Donc, ce n'est pas des choses qui se sont déroulées loin de chez nous. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations. Les historiens se posent la question, est-ce que c'était un avertissement? Est-ce que c'était vraiment une erreur de navigation, etc. On ne va pas rentrer dans cette polémique. Si vous avez des questions, on en parle volontiers. Mais j'aimerais vous dire 2 choses au sujet de ces bombardements. La première, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'abri. On pense immédiatement à nos abris de protection civile, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les abris et la protection civile, c'est une loi qui date de 1962, qui rentre en vigueur le 1er janvier 1963. Donc à l'époque, il n'y avait pas de construction protégée. Alors les militaires, bien sûr, creusaient et construisaient des bunkers, mais si j'ose dire, ça ne servait pas et ça n'était pas destiné à la protection de la population. Donc c'est quelque chose qui est venu plus tard, avec la guerre froide, avec les bombes atomiques, avec les gaz chimiques, avec toute une série de choses. Et il faut bien se rendre compte que dans la Suisse de l'époque, c'est quelque chose aussi à prendre en compte sur la défense nationale, la politique de sécurité. Qu'est-ce qu'on veut? Se défendre ou que l'armée se défende seule et pour elle-même, ben aujourd'hui, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas que l'armée résiste seule dans les montagnes. Il faut quand même défendre, si j'ose dire, nos villes. Et si on fait un parallèle, c'est vrai, assez osé avec l'Ukraine, eh on attend qu'on ne laisse pas 70% du territoire ou 70% de nos habitants finalement à la merci de l'envahisseur. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que vous voyez ici certaines de ces photos de bombardiers, puis il y a d'autres photos, je crois, qui sont prévues pour qu'on puisse vous les montrer, pour montrer les dégâts qui ont été occasionnés. Je crois qu'une de ces séries de photos, c'est la gare de Renan également. Je voulais vous dire que parmi ces avions, eh bien, il y en a 177 qui ont été soit abattus, soit internés en Suisse. L'internement, ça fait partie du droit de la neutralité et puis du droit international humanitaire, les conventions de Genève. Donc certains de ces avions se sont posés en Suisse avec leurs équipages et puis ils ont été conservés en Suisse, maintenus en Suisse, pas en détention, en résidence surveillée. D'ailleurs, il y a certains pilotes américains qui ont passé du bon temps pendant quelques mois ou quelques années en Suisse et qui ont raconté en Suisse comme ils avaient été très très bien traités durant ces années d'internement. L'aérodrome de Dubendorf, qui n'était pas utilisé par l'armée pour faire décoller ces avions parce qu'on considérait que c'était trop proche de la ville de Zurich et ça aurait pu représenter une cible militaire, eh bien l'aérodrome de Dubendorf a été utilisé pour parquer ces avions. Donc vous imaginez, il y a des photos de cela, vous avez des centaines d'avions américains, polonais, d'à peu près tous les pays, allemands, français, qui étaient alignés là, qui ont attendu jusqu'à la fin de la guerre. Et ces avions, en fait, prenaient tellement de place qu'il a fallu négocier avec les belligérants. Et donc la Suisse a été pionnière dans ses actions diplomatiques. Grosso modo, ces pilotes, on vous rend 2 pilotes britanniques contre 3 Allemands. Enfin bref, on a négocié ces choses-là avec la Croix-Rouge, histoire de ne pas avoir un pool de pilotes de la Royal Air Force ou d'autres forces aériennes en Suisse. Pour vous donner un chiffre qui est quand même assez important, il y a pratiquement 35 000 militaires qui ont été internés en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ces internés, donc ces gens des puissances belligérantes qui se sont retrouvés en Suisse, soit parce qu'ils ont déserté, soit parce que voilà, ils n'avaient pas d'autre choix que de rentrer en Suisse. Eh bien, ça a été des conditions très dures, des conditions de vie très très dures. On a parlé des conditions dures pour la population suisse, mais alors ces personnes qui ont été internées, ce ne sont pas des prisonniers de guerre, ce sont des internés. Eh bien, ils devaient s'organiser pour cultiver leurs champs et puis participer aussi aux travaux. Donc, ça a été une période assez dure pour ces soldats. Pas pour les officiers, parce que les officiers ne travaillait pas, c'est les conventions de Genève. On ne peut pas forcer un officier à travailler lorsqu'il est interné ou prisonnier de guerre. Enfin, il y a eu beaucoup de travail accompli dans ces camps pour les militaires internés. Et certains ont eu une suite malheureusement assez tragique. J'anticipe un petit peu sur les conclusions, mais puisqu'on parle de cela, en particulier, il faut que je vous parle des militaires russes
soviétiques, pour utiliser le terme approprié à l'époque, qui ont été internés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc sur les quelques 30 000, on estime qu'il y a environ 16 000 de ces militaires qui étaient apparentés à l'Union soviétique. Vous allez dire, mais comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'ils venaient faire ici? Eh bien, la plupart de ces citoyens soviétiques, donc avec un passeport soviétique, ont été enrôlés de force dans la Wehrmacht lorsque l'Allemagne a envahi l'Union soviétique en 1941. Et donc l'Allemagne a pris tous ces soviétiques, ces citoyens soviétiques, les a enrôlés de force dans l'armée allemande. Pour vous donner un exemple, tout le monde a vu le film Le jour le plus long, la Normandie, Omaha Beach. Omaha Beach était défendu par la 352e division d'infanterie allemande, qui était formée de soldats biélorusses. Donc c'était des soldats qui parlaient pas très bien l'allemand et qui parlaient plutôt le russe entre eux. Donc les Allemands faisaient feu de tout bois et ont mobilisé comme ça des forces très très importantes d'Ukrainiens, de Baltes, de Biélorusses, en fait des populations sur les territoires qu'ils avaient conquis. Et donc au moment de la défaite de l'Allemagne, eh bien, il y a beaucoup de ces militaires avec la tenue, avec l'uniforme allemand, enrôlés de force, eh bien, qui n'avaient pas d'autre choix que de fuir en étant internés en Suisse. Et ça a été des discussions extrêmement difficiles politiquement, parce que le droit de la neutralité, les conventions de Genève nous obligeaient, une fois la fin des hostilités déclarées en 1945, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire avec ce personnel militaire? Eh bien, il fallait les rendre à leur pays d'origine. Et ça a été un crève-cœur pour les institutions politiques suisses, parce qu'on savait pertinemment ce qui allait se passer avec ces 16 000 personnes, vous pouvez bien l'imaginer. Eh bien, lorsqu'ils arriveraient en Union soviétique, ils seraient considérés comme traîtres à l'Union soviétique et ils seraient passés par les armes, parce que bien sûr, ils n'ont pas défendu leur pays, ils se sont battus pour une puissance étrangère. Et donc la Suisse a temporisé pendant 2 ans, jusqu'en 1947, et là la pression a été extrêmement forte et il a fallu finalement renvoyer ces personnes en Union soviétique. Les diplomates suisses ont, je pense, tout fait ce qui était en leur pouvoir pour proposer des solutions alternatives, pour leur dire mais on est d'accord de les garder chez nous en Suisse, on a besoin de bras pour l'industrie, pour l'économie, laissez-les choisir s'ils veulent rentrer chez eux ou bien rester en Suisse. Et malheureusement, on a été contraints par les puissances alliées à rendre ces personnes, et on est pratiquement sûr que la majorité de ces personnes sont mortes.